Hey tout le monde, et bienvenue sur Iron Lab. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Eh bah pour bien commencer l'année, on discutera de la perte de muscle au régime. Un sujet d'actualité puisqu'après les fêtes, certains pourraient bien avoir besoin d'un dégraissage. On démontrera ensuite quelques idées reçues en étudiant pourquoi et comment une nuit blanche isolée n'empêche pas de bien s'entraîner, avant de jeter un œil du côté de la force de poigne, laquelle vous sauvera peut-être la vie un jour. Enfin, on discutera psychologie et on verra qu'être musclé est définitivement un plus pour les interactions sociales. Dédicace à Dr TN. Quand on est en sèche, s'il y a bien un truc auquel on ne peut pas échapper, c'est le déficit calorique. Ajusté de la bonne façon et combiné au même entraînement que celui utilisé pour la masse, il permettra de perdre du poids tout en conservant un maximum de muscles. Pour s'en assurer, un des meilleurs indicateurs reste alors le maintien des performances à l'entraînement. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Un groupe de chercheurs australiens a en effet démontré que dans le cas d'une diète cétogène, la perte de masse maigre était bien plus importante qu'avec une diète classique, et ce malgré des performances maintenues à l'identique dans les deux cas. L'expérience en question portait sur 14 athlètes de force de haut niveau, divisés en deux groupes et auxquels deux régimes différents avaient été imposés pour 6 mois. Les premiers ont d'abord suivi une diète classique, les seconds une diète cétogène, ils ont fait ça pendant 3 mois, puis après 2 semaines de rééquilibrage, ils ont inversé les rôles pour la même durée. Juste au cas où, même si ça paraît évident, le nombre de calories et de protéines était identique dans les deux cas, tandis que l'entraînement était inchangé. Sinon ça aurait servi à rien. Par la suite, toutes sortes de mesures relatives notamment à la composition corporelle ont été effectuées, au début de l'expérience, à 3 mois, puis à 6 mois. Ce qui en ressort, c'est que si à première vue la diète cétogène marche mieux, c'est surtout qu'elle a entraîné une grosse perte de muscle, et on ne parle ni d'eau ni de glycogène, puisque la perte, évaluée à peu près 2 kg, avait déjà été déduite des résultats. Ce qu'on peut donc retenir de cette étude, c'est que autant une diète cétogène ne sera pas très indiquée dans un cadre de bodybuilding, autant ça pourra être très utile quand on veut atteindre la catégorie d'en dessous dans un sport compétitif, puisque les performances ne bougent pas. Cela dit, ça reste une étude à petite échelle, donc mieux vaut relativiser en attendant que d'autres recherches viennent nous confirmer tout ça. Pour la deuxième étude, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous très bien, la fatigue. Pas besoin d'être bac+12 pour savoir que le sommeil c'est important, et pourtant, à en croire les scientifiques, faire une nuit blanche par-ci par-là n'empêcherait pas de s'entraîner correctement. Pour en arriver à cette étrange conclusion, des chercheurs ont regroupé 98 sportifs pros et ont suivi leur sommeil pendant 7 jours tout en mesurant leur performance matinale à l'entraînement selon 3 critères. La concentration, la précision technique et les facultés motrices pures, à savoir force et endurance. Là-dessus, pas trop de surprise, meilleur est le sommeil, meilleures sont les performances. On est assez loin du proverbe « moins tu dors, plus t'es fort », d'autant qu'à moyen et à long terme, manquer trop de sommeil risque d'aboutir à une liste de pathologies longue comme ma vie. Par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'au niveau des fluctuations observées dans les performances, c'est surtout la concentration qui est en jeu, et non pas les capacités athlétiques pures, lesquelles sont très peu impactées par le manque de sommeil. Pour la muscu, ce qu'on peut donc retenir de cette étude, c'est que de façon générale, si on veut optimiser notre entraînement, mieux vaut dormir. Si on veut optimiser notre entraînement, mieux vaut dormir. Mais qu'à l'inverse, une nuit inexistante ou agitée n'est pas elle seule une excuse suffisante pour louper une séance. Si malgré les bonnes résolutions, vous avez déjà la flemme d'aller à la salle, il faudra trouver autre chose. La force de poigne, c'est un truc cool. Déjà, ça permet de soulever des trucs lourds, ça montre tout de suite qui c'est le patron, et en plus, c'est un signe de bonne santé. Là-dessus, différentes études avaient déjà essayé de démontrer le lien entre le déclin de la force de poigne et l'augmentation du risque de maladie cardiaque, mais les résultats ne matchaient pas toujours. Agacé par ce manque de consensus, un groupe de chercheurs s'est mis en tête de rassembler le maximum d'études liées aux maladies cardiaques et qui avaient dans le même temps mesuré la force de poigne des gens. Les données ont donc été tirées des travaux eux-mêmes, d'échanges avec leurs auteurs, mais également de l'analyse de chaque patient, chose extrêmement chiante puisqu'ils étaient 23 480 à être concernés. Heureusement que ça valait le coup puisque les chiffres sont formels. Une faible force de poigne est associée à un risque accru d'arrêt cardiaque, d'hospitalisation et de mort. Il y a donc à mon humble avis 2 enseignements primordiaux à tirer de cette étude. D'abord, si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un et que vous avez du temps devant vous, n'hésitez pas à lui offrir une paire de sangles de tirage. Ce sera aussi long et chiant que le coup des cuillères, mais ce sera moins fatigant. Ensuite, souvenez-vous, on a vu que les tomates c'était bon pour la force ça aide à vivre vieux, donc pour être immortel... Tomate, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
Pour terminer, parlons psychologie. Parmi vous, je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui ont commencé la muscu uniquement pour draguer. Même si c'est à mon sens assez ridicule, il faut croire que d'après le journal Psychological Science, vous avez eu raison. Des chercheurs ont en effet sélectionné 76 personnes et leur ont montré 140 modèles sous 2 angles différents, tout en leur proposant une liste de 30 caractéristiques à leur associer ou non. Les traits en question correspondaient au principe de psychologie du Big Five et comprenaient aussi bien des choses positives que négatives. Et devinez quoi ? Les plus gros ont été associés à du négatif, les plus minces à du positif, et les plus musclés à des choses un peu moins manichéennes comme actifs, querelleurs, courageux, nerveux. A l'inverse, les gens avec assez peu de carrure ont été liés à des choses peu surprenantes, comme la gentillesse et la timidité. Mais attendez, j'ai rien à faire ici, moi! Tandis que la plupart des stéréotypes genrés ont été validés. Non, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Les scientifiques prétendent donc qu'ils sont désormais capables de prédire les réactions de quelqu'un vis-à-vis d'autrui uniquement grâce au physique, et en plus ce serait universel, même si ça varierait un peu selon l'ethnie, la culture, l'âge, ou même les préférences sexuelles. Maintenant, c'est sûr, la superficialité a de beaux jours devant elle, et ça va en faire rager plus d'un. Ou plus d'une. Silence maintenant, ou tu vas prendre une claquade. Bon, bah c'est pas tout ça, mais on dirait qu'on en a fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 trucs cool. Si c'est le cas et si vous ne voulez rien louper de la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Si c'est déjà fait et que vous voulez quand même m'aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et à la liker. Ça coûte rien, c'est pas grand chose, mais moi ça me permet d'être plus visible. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Entraînez-vous bien et des bisous!